Troubles du langage et bilinguisme, le cas des enfants issus de familles immigrées, aussi de l'immigration. Euh, ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. Je sais pas si... Ok, bilinguisme, le plan, bilinguisme des enfants issus de familles immigrées. Je ferai donc un rappel d'un certain nombre de notions. Ce sont parfois des choses très connues pour celles et ceux qui sont dans le domaine et pour nos jeunes futurs collègues, les étudiants en master. Ça sera peut-être aussi des rappels, mais en tout cas, ça ne fait jamais de mal de revoir un certain nombre de notions et comme l'a rappelé M. Sauvage, de réfléchir sur ces notions. L'évaluation entre normes et normalité, approche psycholinguistique, approche sociolinguistique, recherche sur le bilinguisme franco-turc en France, si j'ai le temps un peu, et conclusion et discussion. Alors, j'ai donc avec Laurine, hein, elle va avoir sa première doctorante qui est là d'ailleurs dans la salle, qui va donc travailler sur cette problématique justement de la prise en charge orthophonique des enfants bilingues franco-turcs, processus d'apprentissage aux troubles du langage, et elle posera la question justement à savoir est-ce que c'est un développement normal des enfants bilingues ou est-ce qu'il y a quelque chose de pathologique derrière. Par ailleurs, j'ai une étudiante à l'école d'orthophonie de Strasbourg qui m'a contacté pour travailler sur l'impact du bilinguisme franco-turc sur l'organisation lexicale en français chez des enfants présentant ou non un TDL. Et là aussi, elle va essayer de réfléchir aux facteurs, aux variables qui font que parfois on destine les enfants issus de l'immigration chez l'orthophoniste. Je pense, j'espère que ça sera donc une recherche prometteuse, vraiment. Et j'ai une autre étudiante, bon là c'est juste les dernières, à l'école d'orthophonie de Rouen, et elle, qui est malgache d'origine, mais qui connaît aussi le gujarati, et donc va travailler sur l'impact du plurilinguisme sur le développement. Elle a déjà commencé, elle va se tenir au mois de mai, c'est en cours, sur le développement cognitif de l'enfant bilingue franco-malgache, donc l'impact du plurilinguisme, du bilinguisme sur le développement cognitif. Vous savez, le grand débat, il y a des chercheurs qui disent qu'en fait, le bilinguisme, ça a des effets néfastes et d'autres qui prônent le bilinguisme, on les verra. Donc, c'était juste pour faire un peu de pub pour mes futurs ou actuels étudiants en master ou en doctorat. En tout cas, rapidement et brièvement, parce que je n'ai que 45 minutes et le propos est vaste, juste dire que c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, avec les guerres des printemps arabes, avec le problème de l'écologie, hein, donc les guerres écologiques et le fait que justement de plus en plus de mobilité à travers la Terre, on connaît, on ne va pas refaire la chanson, d'autant plus qu'actuellement, politiquement, cela devient de plus en plus. Vous avez l'actualité pesant. Hein, donc, en Suède, il y a 2 jours, vous avez suivi l'actualité et malheureusement, l'arrivée massive de migrants et par ricochet des enfants, des familles, etc., ça engendre malheureusement pour les pays d'accueil un certain nombre de problèmes et on le verra juste après. Mais ceci étant, cette mondialisation, cette globalisation, l'avènement d'Internet, qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? C'est que nous avons de plus en plus, comme le dit Fertarek, super diversity, des interactions sociales de plus en plus vastes et de plus en plus grandissantes. Il y a aussi, bien sûr, attendez, ça va venir, de plus en plus maintenant, vous pouvez acquérir une langue à travers Internet, à travers des logiciels. Vous connaissez les sites web certainement. On a aussi nos relations. Maintenant, on ne peut pas vivre sans son téléphone portable. Voilà. Moi, je suis sur aucun réseau social, hein, donc je ne peux être ami avec personne. Désolé de le dire. Je déteste cela, mais je sais que tout le monde est connecting people. Malheureusement, Lequel? actuellement,
c'est devenu inévitable. Et tout cela a eu pour conséquence justement des changements dans nos comportements langagiers, mais aussi sur l'enseignement des langues et la conceptualisation de l'enseignement des langues. Et là, nous avons des spécialistes comme Nathalie ici, hein, donc, qui travaillent beaucoup sur l'éveil aux langues, la prise en compte des langues dès l'école maternelle ou même parfois dès la crèche, donc auprès des enseignants et donc du système éducatif. Mais en tout cas, à côté de cela, nous avons bien sûr des parents. Quels parents ne souhaiteraient pas que son enfant devienne bilingue? On paye des milliers d'euros. Juste pour vous donner un petit exemple, à Istanbul, on a ouvert une petite école maternelle avec 50 deux classes de petite section. 50 places. 6 500 par an, à raison de 10 000 euros d'inscription par an, par élève, ont postulé pour cette école maternelle. Voilà, donc il y a des parents qui ont les moyens, 10 000 euros par an pour la petite section de maternelle. Bon, des politiques aussi, comme tous nos ministres de l'Éducation nationale, qui nous promettent « je ferai des Français des bilingues parfaits ». Avant d'en faire des bilingues parfaits, faisons des bilingues. Mais ils nous promettent, et les politiques, ça ne les engage que. En tout cas, juste pour vous dire, par exemple, aux Pays-Bas, je ne sais pas si vous le savez, aux Pays-Bas, l'anglais est devenu obligatoire dès l'école maternelle. Par contre, on verra, justement, l'anglais est devenu obligatoire. Mais à côté, puisqu'il y a une forte communauté marocaine et turque aux Pays-Bas, en 2004, une loi a interdit l'enseignement, apprentissage du turc et de l'arabe officiellement. Du jour au lendemain, des milliers d'enseignants ont été mis au chômage aux Pays-Bas. Deux poids, deux mesures. Dès là, donc, tous ces, justement, face aux idées reçues, aux préjugés, etc., nous avons soit un discours pro-bilinguisme, quand ça nous arrange, quand ça arrange les politiques comme les Pays-Bas, on va rendre l'anglais obligatoire à l'école maternelle. Et de l'autre, ils ne s'intègrent pas, ils restent entre eux, c'est des futurs islamistes, c'est des futurs je ne sais pas quoi. Du coup, on va faire marcher le côté anti-bilinguisme. Bon week-end tout le monde. On va créer une notion David. Et qui m'a fait perdre tous mes cheveux. Ils y arrivent j'en suis dans le domaine, c'est le mot semi-linguisme. Ça m'horrifie. Semi-lingue, c'est quoi? Moite-moite, comme disent les jeunes. Mais comment on peut être moite-moite? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on maîtrise ni l'une ni l'autre. Et moi, est-ce que j'ai tous les mots en français, les noms des poissons, des oiseaux? Du coup, je suis moite-moite aussi en français. Et tous les Français de France et de Navarre, est-ce qu'ils connaissent les 40 000 mots du petit Robert? On leur a fait réciter? Absolument pas. Malheureusement, et ces discours sont souvent relayés par des spécialistes comme les enseignants. Moi, j'ai eu de nombreuses fois, par exemple, des étudiants, d'ailleurs une de mes doctorantes qui a soutenu sa thèse, elle arrive de l'Arabie Saoudite. Elle va inscrire son fils à l'école primaire, en CP. Je vous assure, elle m'a apporté ça texto. Le premier des conseils de l'institutrice de son fils, Madame, surtout ne parlez plus arabe avec votre fils, parlez français. Mais nom de Dieu, elle parle à peine français elle-même. Comment voulez-vous qu'elle parle français avec son fils et ses enfants? Mais c'est le premier des conseils. Alors même que si cette dame n'avait pas été arabophone, mais imaginons qu'elle ait été américaine. Of course, wonderful, great. Pursue your language practice. Jamais de la vie, l'enseignante n'aura conseillé à la maman américaine de ne plus parler anglais, mais de pratiquer l'arabe, le français. Je mélange les langues. Voilà. Et donc, bien sûr, le bilinguisme, la biculturalité, deux notions qui datent des années 2010 pour l'orthochronie. Moi, je ne suis pas orthophoniste, donc vous l'aurez compris, hein, psycholinguistique, acquisition et développement du langage chez l'enfant bilingue, ma spécialité. Et effectivement, les bilans et prises en charge se fondent, et là on le verra tout à l'heure quand je vais vous parler des problèmes de normes et d'évaluation des enfants donc plurilingues issus de familles immigrées. Et donc, de plus en plus de patientèle, business is business pour les orthophonistes. Il y en a peut-être qui sont dans la salle ou qui nous écoutent. Je ne dis rien, on a besoin d'orthophonistes, sincèrement et réellement. Mais face à
à ces nouveaux patients, entre guillemets, ben, on n'a pas de normes d'évaluation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va appliquer des normes monolingues pour pouvoir les évaluer. En France, d'ailleurs, quelques statistiques de Messaouden 2010, la patientèle des orthophonistes est composée de 38% d'enfants bilingues. 38%. Tandis que 2,2% des orthophonistes parlent une langue étrangère. Oh my God. Euh, Martin 2013, 83% des orthophonistes ne se jugent pas suffisamment formés pour assurer l'évaluation de l'enfant bilingue. Et c'est là où le bas blesse, dans les écoles d'orthophonie, dans les centres de formation, mais pas seulement dans les écoles d'orthophonie, mais aussi dans les INSPE, où on forme nos futurs professeurs des écoles. Quelle est la part du bilinguisme? Quelle est la part du développement et de l'acquisition bilingue, plurilingue? Zéro, comme Coca-Cola Wright, malheureusement, unfortunately. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de faire avec. Comme a dit tout à l'heure M. Sauvage, ben, en l'absence de quoi? On essaie de remonter des réponses. Et la réponse, c'est quoi? Oh non, ils ont des difficultés, ils ont des lacunes, ils ont beaucoup de retard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La facilité, bah donc chez Speedy, non, bah donc chez l'orthophoniste. Euh, Heureusement, après les études. J'adore. J'ai même moi-même eu des orthophonistes avec qui j'ai publié, j'ai travaillé, je collabore et bien évidemment, je ne généralise absolument pas, ni d'ailleurs les enseignants. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Il y a quelques années, à Mulhouse, dans un congrès avec Georges Dudy, paix à son âme. Et donc, on avait un colloque sur école, langue et plurilinguisme. Et là, on a eu une professeure donc, des écoles maternelles, dans un quartier de Mulhouse où la grande majorité du quartier, ce sont des turcophones. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette maîtresse qui accueille en petite section, des enfants? Elle s'est mise au turc. Elle les accueille le matin avec le turc. Mais c'est une initiative individuelle, personnelle, et vraiment, bravo. Et donc, ce n'est pas, vraiment, bien sûr que la sensibilisation, c'est peut-être que je caricature ici, c'est juste pour dire parfois la vérité, c'est que, effectivement, par exemple, au niveau des enseignants et des professeurs des écoles, c'est vrai que la formation, quand vous avez fait des études de biologie, de physique-chimie et donc de maths, on vous nomme professeur des écoles, le bilinguisme, l'acquisition, le développement du langage chez l'enfant. Je ne sais pas si c'est à l'INSPE ou dans toutes les formations, c'est à l'ordre du jour, ou en tout cas, c'est la priorité. C'était juste ça, mon propos. C'est pas du tout. Donc, la question que l'on se pose, c'est bien sûr, face à un diagnostic difficile à établir, comment évaluer ces enfants et surtout sur quelle base théorique. Et ça, c'était donc l'objet donc, de notre journée d'études aujourd'hui. Plusieurs études, hein, je vous recommande vraiment, si vous n'avez pas lu, les références. Alors, moi, je suis pour le partage. Je partage tout sauf ma femme, et donc, comme dirait l'autre. Et donc, du coup, sharing experiences, sharing PowerPoints. Vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie le PowerPoint avec toutes les références. No problem, you're welcome. Et donc, du coup, de Almadia, donc l'équipe de Tours, hein, donc plusieurs études rapportent en effet des similarités linguistiques entre des enfants apprenant une L2 et des enfants monolingues avec TSL. Et ces deux populations présentent des difficultés dans les mêmes domaines langagiers, notamment, effectivement, quand on regarde les enfants turcophones, les enfants arabophones, on constate, je ne dis pas que ce ne sont pas des réalités, en morphosyntaxe, avec les temps verbaux, etc., en phonologie, en lexique. Mais donc, comment est-il possible d'établir une différence justement entre des difficultés dues à un développement L2 typique à des difficultés liées à un TSL? C'est ça, en fait, notre propos aujourd'hui. Je suis toujours dans l'introduction. Ceci étant, les études aussi, donc par exemple de Loris Tuller, donc toujours l'équipe de Tours, Bedora et Peña, par exemple, l'évaluation du langage dans un contexte de bilinguisme comporte des risques, malheureusement, de surdiagnostic et de sous-diagnostic. C'est là que je veux dire. Et les professionnels diagnostiquent parfois un TSL, donc trouble spécifique du langage, chez des enfants bilingues séquentiels. Alors, pour les non-initiés au bilinguisme, vous savez,
Nous avons des bilingues précoces simultanés, quand dès la naissance, par exemple, les couples mixtes, hein, donc les parents vont pratiquer les deux langues dès la naissance, ou sinon, comme par exemple pour la majorité des enfants issus de l'immigration, ça sera des bilingues précoces séquentiels consécutifs, c'est-à-dire que d'abord, par exemple, mon fils est né jusqu'à ses 3 ans, je vous assure, il est né en France, il a grandi en France, jusqu'à ses 3 ans, il ne parlait pas un mot de français. Et dès l'école maternelle, il s'est mis au français. Et donc, du coup, on a continué avec ma femme à lui parler turc. Donc, du coup, c'est un exemple de cas de figure de bilinguisme précoce, consécutif ou séquentiel. Et donc, on peut regarder voir Loris Tuller et Al et ses collègues en 2013 pour 75% des enfants bilingues franco-turcs suivis en orthophonie. Il est question essentiellement de surdiagnostic. 75%. Dans tous les quartiers de France et de Navarre, on rencontre des familles turcophones dont les enfants sont systématiquement envoyés chez l'orthophoniste parce que l'enfant il a des difficultés en français, de vocabulaire, de syntaxe. C'est Et quoi juste une petite anecdote, l'enceinte? peut-être que s'il y en a qui ont déjà Laptop, écouté ça doit être ça? avant, Comment? bon, Non. parfois C'est JBL, mais je sais pas je Alors, vous ça, rappelle je cette sais anecdote pas. souvent parce qu'en fait, elle est Oui, significative. pardon, Et donc, c'est une jeune Mais, institutrice du sud de la France qui m'appelle un jour au téléphone. Elle a trouvé ça sur Internet, voilà. bilinguisme Voilà, franco-turc. en fait, il y a Vous pouvez rien à taper dire. mon C'est nom juste que et bilinguisme il y a franco-turc. Vous allez tomber des même sur choses mon téléphone que portable. chacun Don't worry, be happy. Je réponds à accepte tout le ou monde. pas, et Et ça, donc, c'est du coup, peu cette importe. enseignante qui fait l'initiative, elle Mais fait voilà, quand ça, même la démarche du sud de la on peut France de dire que c'est m'appeler. que sur Elle me dit, des années, Monsieur ça Akinci, va je pas vous ai comme ça. trouvé. Oh mon Dieu, vous allez peut-être me sauver. C'est ça. Alors, j'ai dans ma Oui, oui. classe des Asiatiques, C'est des pas, Dans ce Portugais, sens-là, des c'est les gens pas qui Maghrébins commencent à et pour des la Turcs. morale. Avec les premiers, j'ai Non, En aucun premier, problème. c'est moi. Mais avec les derniers, je ne sais pas quoi faire. Ils ne non, c'est pas progressent pour la pas. morale, c'est Ils plus que n'apprennent comment on pas. s'inscrit Ils ont dans une beaucoup de relation difficultés. Ils ne comme parlent ça. C'est pas. plus Ils ont important. Quelle beaucoup est de la place lacunes. de chacun dans une relation comme ça? Et En fait, donc, on c'est plutôt ça. discute. Je dis, vous savez déjà d'emblée, est-ce C'est que vous autre connaissez chose. un peu le fonctionnement de la langue Surtout turque? la relation, là, comment tu Comment la t'inscris sur langue du turque? long Vous terme. savez, je dis, le cerveau turc, Relation, il faut qu'il c'est pas fasse mieux. un mouvement de Bah oui. Comme je dis 360 pour l'instant, degrés le pour point acquérir le positif, c'est français. pas Ah bon? C'est quoi ces que 60 le degrés? support On est resté immédiat. 2 heures au Ouais. téléphone. Et à un moment, lors du discours, vraiment 2 heures, top Trouve chrono. pas l'enceinte par Et à un contre. moment, Mais je elle me peux quand même dit, mettre Monsieur du son Akinci, en vous m'avez moyen. convaincu, etc. Mais quand même, il n'y aurait pas quelque chose de génétique chez les Turcs? Je ne lui en veux pas. C'est parce que justement, à l'INSPE, elle n'a pas eu de formation au plurilinguisme, au contact de langue, au bilinguisme. Et donc, elle m'a dit, et d'ailleurs, je lui ai dit, Madame, quand vous m'avez interpellé tout au début, dans votre inconscient, vous avez déjà classé ces enfants, des Oui, elle a Asiatiques, l'air pas des content, Portugais, monsieur. des Maghrébins, des Turcs. Ah bon? Ben, j'ai dit, oui. Je ne vous ai pas enregistré, mais vous avez commencé par dire, j'ai des Asiatiques. Ben oui, ils sont bons, the Chinese community. Les Portugais, ben, c'est une langue proche du français, c'est normal. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui comparent à Lyon, d'ailleurs, à l'école d'orthophonie de Lyon. Donc, il y a eu une étude des collègues qui ont fait une comparaison des enfants à l'école maternelle grande section pour voir s'il y avait une différence entre des élèves d'origine portugaise, des enfants, pardon, d'origine portugaise avec des enfants d'origine turque. Ben, bien sûr qu'il y en a. Il y a un problème? Chelou. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, Oh, donc, Bonne bah, journée, au revoir. oui, mais ceci, vraiment, j'ai tellement d'anecdotes, mais bon, on va passer, sinon on va passer l'heure. À Villeurbanne, j'ai été dans une école maternelle. Le directeur, voyez, monsieur, je suis d'origine italienne et je suis très bien intégré. Et ces Turcs-là, ils parlent que turc pendant la récré et dans les classes. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on leur a interdit de parler turc. Ah bon? Non, ils n'ont pas le droit de parler turc à l'école maternelle. Hein. J'étais vraiment le seau d'eau glacée, là, sur la tête. J'ai dit, monsieur, rassemblez toute votre équipe enseignante. Je veux descendre de ma Normandie jusqu'à Lyon, sur mes propres frais, et vous venir vous faire pendant une journée une formation sur le bilinguisme et le cas des enfants franco-turcs. Il m'a dit, chiche, oui, chiche, je viendrai. On a pris rendez-vous. L'orthophoniste du quartier, le psychologue scolaire du quartier, je ne sais pas, de l'école, tous les enseignants, ils étaient là, au grand complet, au repas. Et donc, pendant toute une journée, et à la fin, j'ai dit, je n'ai pas la potion magique. La potion magique n'existe pas. Mais par contre, interdire à des enfants de parler, de pratiquer leur propre langue, c'est pas normal. Et donc, il me dit à la fin, le directeur, c'est quoi la possibilité? Je dis, mais la possibilité, c'est que vous demandiez au rectorat un enseignant français langue étrangère
qui puisse prendre ces turcophones pendant quelques heures dans la semaine, à part, et qui fassent du français langue étrangère. Ben ça demande des moyens. Eh bien, il avait la demande. Et l'année d'après, il m'appelle, Monsieur Akinci, vous aviez raison, ils ont fait beaucoup de progrès. Parfois, il faut les convaincre. Je suis toujours dans l'introduction. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est donc de vous parler du bilinguisme, mais j'en parle déjà. Un rapide état des lieux des relations entre TDL et enfants issus de familles immigrées et tenter d'apporter donc des éléments de réflexion, mais on réfléchit déjà depuis 20 minutes. Comment distinguer ce qui relève de difficultés typiques inhérentes à l'appropriation d'une langue autre que la langue de première socialisation et ce qui relève d'un TDL. Alors, un peu de bibliographie. Je vais faire de la pub pour ma collègue ici présente qui interviendra juste après, donc Sylvia Topuscagnan. Et donc, en 2014, bilinguisme et biculture, nouveaux défis, les actes du colloque Unadreo, hein, vraiment. Bon, sans doute qu'il y en a eu d'autres après sur la thématique, mais en tout cas, le grand ouvrage à destination du lien multilinguisme et orthophonie, réflexion et pratique à l'heure de l'Europe. C'est connu, hein, ce sont des références très connues, très célèbres, mais en tout cas, c'est juste pour vous rappeler. Et puis, Assessing Multilingual Children, Disentangling Bilingualism from Language Impairment. Et là, c'est Sharon Harmon Lawton, qui est aussi un ouvrage en anglais très connu pour le domaine. Je vous conseille également, si ce n'est déjà fait, la lecture donc sur le développement du langage chez l'enfant, chez le jeune enfant de ma collègue Sophie Kern, qui regroupe un certain nombre d'articles, notamment sur l'acquisition. Vraiment, il y a le premier article d'Anne Salazar-Orvig qui fait le tour des théories en acquisition du langage, un bijou pour la littérature. Pour mes étudiants de la licence première année jusqu'en master 2, la lecture de cet article, le premier chapitre de ce bouquin, est obligatoire. Il ne peut pas y échapper. De la L1 jusqu'en master 2, premier chapitre obligatoire. Monsieur, il fait 37 pages. Et alors? Et il est complet. Il y a aussi voilà, donc, un chapitre sur orthophonie et troubles spécifiques du langage. Dedans, il y a bilinguisme, etc., etc. Alors, le bilinguisme des enfants issus de l'immigration, maintenant, phénomène de contact de langue et de culture. Bien sûr, cela soulève, comme je l'ai dit, un certain nombre de questions sociales, linguistiques, et bien sûr des difficultés scolaires pour les enfants. Quand moi je suis arrivé en France, donc après l'école primaire en Turquie, et donc j'arrive, je découvre qu'on fait des dictées. Ben, nom de Dieu, je ne savais pas qu'on faisait des dictées au monde. Ben, en turc, on ne fait pas de dictées. C'est une langue phonétique. Ben, bien sûr que jusqu'à la fin du lycée, j'ai eu 0 en dictée. Ben, c'est normal. Bon, heureusement que je remercie les enseignants. Parfois, il y avait des dictées préparées et des dictées non préparées. Du coup, j'avais 0 au dictée non préparée et 20 sur 20 au dictée préparée, ce qui fait que j'avais toujours la moyenne en français. Super. Bon, voilà. Bref, disons que effectivement, donc les enfants bilingues, bien sûr, sont des êtres complexes, on le sait, s'inscrivant au carrefour de 2 ou plusieurs langues et cultures. D'ailleurs, Dieu sait que, par exemple, pour les familles issues de l'immigration, les nouvelles vagues d'immigration, pas les turcophones, mais quand, par exemple, des Afghans qui vont passer par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie, qui vont rester un certain nombre de temps et d'années dans ces pays-là, l'enfant, il va naître en Grèce, il va commencer à apprendre le grec, ensuite ils vont traverser l'Adriatique, ils vont atterrir en Italie, et là, c'est l'italien. Et donc, ces familles-là, qui, de par leur passé parfois pour les familles africaines, qui ont aussi 2 ou 3 langues déjà comme bagage de langue, bien sûr, ce sont plusieurs langues et cultures qui s'enchevêtrent. Donc, une grande partie des enfants issus de familles immigrées, bien sûr, pour qui les pratiques langagières évoluent, c'est normal, au fur et à mesure que les familles s'installent. Après, vous avez souvent, en fait, 3 types de familles. D'ailleurs, Nathalie et moi, nous serons dans une tenance de thèse mardi à Rouen, où l'étudiante a analysé justement ces nouvelles familles issues de l'immigration qui scolarisent leurs enfants à l'école maternelle et elle a fait de l'éveil aux langues, mais en essayant de sensibiliser les parents et à les faire venir en classe. Et donc, elle a observé 3 types de familles. C'est-à-dire, vous avez des familles, et ça, je l'avais déjà observé pour les familles turques dans les années 90, vous avez des familles, par exemple, qui vont dire
oh, mais la Turquie, le Turc, c'était mes ancêtres, les Gaulois. Non, c'était pas des Gaulois, ottomans. Et donc, du coup, moi, c'est fini. Mon avenir, c'est la France, c'est le français. Le turc, j'en parle plus, je ne le parle plus. D'ailleurs, je quitte même le quartier où il y a des Turcs, je vais m'installer avec des Français. Ça, c'est le premier type de famille. Donc, on est vraiment, on fait. C'est souvent, par exemple, les réfugiés politiques, ils ont cette attitude-là en disant on a été. Bref, on a connu. Ça a été difficile pour nous, donc du coup, on préfère oublier et passer à autre chose et on voit notre avenir. Ça, c'est type, famille type numéro un. Famille type numéro 2, pas de politique linguistique familiale précise, mais je veux dire, bah, on va maintenir notre langue première parce que c'est notre héritage, c'est notre culture, mais on va aussi faire que l'enfant donc, il puisse réussir à l'école de la nation, de la République, donc avec le français. Et puis, famille type numéro 3, donc famille C, ce sont des familles qui vont maintenir en investissant sur la langue d'origine. En disant, et là, ce sont des familles souvent qui ont conscience, qui ont connaissance de l'apport du bilinguisme. Et donc, ils vont dire, bah oui, le shimaoré pour les enfants de Mayotte, bah, c'est important. Même si c'est une langue qui n'est parlée que sur l'île de Mayotte, c'est important. Et donc, du coup, on va maintenir le shimaoré comme langue de communication au sein de la famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nier le français. Donc, du coup, on va investir les deux langues et en pratiquant notamment une langue en famille et une langue à l'extérieur. C'est un peu comme j'avais fait avec mon fils aîné, vous vous souvenez tout à l'heure quand il était petit. Donc, bien sûr, avec le processus de transmission linguistique qui opère est multifactoriel, dynamique, sans cesse renégocié au gré des contextes familiaux. Comme tout à l'heure, j'ai cité hein, tous ceux qui ont traversé l'Europe pour arriver en France, par exemple, socialisation de ses membres dans un environnement social et scolaire et professionnel plus large. Et les parents, bon, après, élaborent, ou en tout cas inconsciemment, hein, je ne pense pas que souvent, d'autant plus que ce sont des familles de classe sociale défavorisée qui n'ont pas été longtemps à l'école. Encore que sur les nouvelles migrations, on en voit qui sont diplômés de l'université. Par exemple, quand les Syriens sont arrivés, là, majoritairement, ou des Ukrainiens actuellement, souvent, ce sont des surdiplômés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils sont analphabètes, etc. Et donc, du coup, il en résulte des pratiques langagières familiales hétérogènes, comme je l'ai dit, chez les trois types de familles qu'on peut observer. D'ailleurs, je cite ici la doctorante qui va se tenir à Béduno 2025, donc qui va se tenir mardi. Alors, bien sûr, si c'est certains de ces enfants, donc là, c'est la différence tout à l'heure, quand je l'avais dit, vous savez, bilinguisme précoce simultané, et donc 2L1 d'emblée, c'est-à-dire deux langues premières dès la naissance, ou on peut avoir le bilinguisme précoce successif, séquentiel, 2L2P. Et donc, on a d'ailleurs la première langue de socialisation, la langue première, et ensuite la langue 2. Bon, ça, ce sont des choses connues. Comme je vous l'avais dit, hein, il y aura des choses connues, des choses peut-être pas inconnues, etc. Alors, langue minoritaire, on peut aussi, d'ailleurs, Daniel était là, on a eu un grand colloque à Rouen au mois d'octobre sur qu'est-ce qu'une langue minoritaire, qu'est-ce qu'une langue minorisée. Par exemple, le berbère face à l'arabe officiel, le kurde face au turc, par exemple, ce sont des langues minorisées déjà d'emblée socialement. Vous voyez, donc, ça engendre aussi d'autres conséquences. Il n'y a pas quelque chose qui te parle. Alors, toujours des Almadiens, donc par exemple, plusieurs facteurs susceptibles d'influencer, comme je l'ai dit, le développement langagier. Bon, ce sont des facteurs connus, hein, donc c'est juste pour rappeler ici le début d'acquisition, justement, simultané ou consécutif, la durée d'exposition. Bien sûr, quand on a été en France depuis 5 ans ou depuis 1 an, ce n'est pas la même compétence pour l'enfant, la quantité d'input. Et donc ça, de plus en plus dans les théories, la linguistique fondée sur l'usage, le fonctionnalisme, Michael Tomasello pour celles et ceux qui sont intéressés éventuellement, et notamment notre collègue canadienne, hein, donc Torda Stodir, qui est vraiment aussi, qui a beaucoup travaillé, qui a aussi offre sur l'importance de la quantité et de la qualité. Et ça, parfois, moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas besoin d'aller chez les bilingues pour savoir que l'input en quantité et qualité est important. Ne serait-ce qu'à voir chez des familles françaises et monolingues,
Si les parents la interagissent vitamine beaucoup, D. si les parents C'est ont de la des vitamine D activités qu'il y a. avec les enfants, bien C'est sûr ce que le qu'on fait. développement Après, ne il va va pas quand être même le de même machiner que tout le mois si d'avec. on laisse un peu l'enfant dans son coin, Mais et celle-là, surtout elle avec aussi, la maintenant vitamine D, elle a le dernier deux minutes. Après ça, tu te rappelles PlayStation, avec le je minute, sais comment ça pas, s'appelle? le Bon, merci. dernier, parfois Écoute, maintenant Parce que les c'est mêmes, des de la tablettes, et la donc du plupart coup, sachet, hein, on laisse l'enfant, le bébé. L'autre jour, j'avais mon voisin avec son là, enfant de un je an te et dis, demi. je lui Oh demande à là la là, dame, le gars, il a tu sais, été sur YouTube il est allé chercher sur YouTube un dessin animé à un an et demi qui ne moi, j'ai parle vu même les pas encore. tableaux, j'ai dit, I was so shocked. J'ai dit, mais donc, vous tu êtes en vois, train de je tuer la mets son où ça cerveau. Ah bon? un endroit où on peut Ah la oui, mettre. là, j'ai dit vraiment, son cerveau, je il est en train de prendre un coup. Chéline, dis-moi. C'est toi qui as fait ça, c'est pas moi. attends, tu m'aides dans sport. Problème de son en ligne. Ah, Non, non, pas par là. Laisse-moi le temps, on va voir. Où je lis, je m'en rappelle plus. C'est. Est-ce que ça serait possible Moi, je de vois pas, je couper suis pas vos bien en micros en France. ligne pour qu'il n'y ait pas d'écho? Non, mais attends, là, tu me mets comme. Bah, sinon, je la mets chez moi. C'est Hein. moi. En fait, vous pouvez couper les micros de tout le monde, les amis, peut-être allez, en en tant que. distanciel, il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez le faire vous-même, comme ça, au Est-ce que moins on vous est sûr que les m'entendez? personnes qui n'y arrivent pas Quelqu'un pourront peut le faire. écrire si on m'entend ou pas? Euh, On m'entend, on m'entend. L'essentiel, c'est qu'on m'entende. Après, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper les micros vous-même des personnes qui sont en ligne? Ceux-là Parce ne que nous regardent pas. Va quand même essayer de. Si, parce que sinon, on ne vous entend pas, en fait. Il y a un brouhaha et on ne vous entend pas. Donc, il faut que tout le monde coupe son micro. Ah, désactiver. Attends. il faut que tout le monde appuie sur en bas à gauche sur audio. On va peut-être laisser. Ouais. Il faut que tout le monde appuie sur audio en Ça bas marche à gauche bien. de Il son me écran. reste un quart d'heure. Croisons les doigts. Voilà, on va voir après. Voilà, c'est pas dramatique en soi, je pense. D'accord. Ok. Après cette petite pause, donc, oui, je disais la quantité et la qualité, l'utilisation des langues et la dominance langagière, le niveau socio-économique, bien sûr, je l'ai dit. Et puis, il y a un article, en fait, qui est assez ancien, mais qui est peu connu, parce que c'est passé dans une revue pas très célèbre. C'était pas là, normalement. Ah, c'est pas là. Bon, ben, ça va venir alors. Donc, je disais, ils acquièrent bien sûr simultanément, tout ça c'est connu, je l'ai dit, hein, donc le contexte familial, scolaire, exposition aux langues, ça c'est connu. Voilà, oui, je parlais de Marceline Lapara en 90, c'est assez ancien, et c'est un article qui est peu connu, qui a été peu, je crois que c'était dans un article, ça doit être Homo Immigration, quelque chose comme ça. Elle a essayé de répertorier en fait les paramètres qui influencent justement le bilinguisme des enfants issus de la migration. Le fait que justement la langue première soit proche ou éloignée de la L2. Si le turc et le français sont de langues de familles différentes, ben c'est sûr que le développement du langage ne sera pas le même que quand un enfant d'origine italienne ou d'origine portugaise. L'usage très large ou très restreint. Est-ce que, par exemple, le turc, ben, c'est uniquement au sein de la famille? Est-ce qu'il y a des cours de langue turque? Est-ce qu'il y a la famille élargie? Est-ce qu'on rentre au pays de temps en temps? Avoir été en contact avec une autre langue. Tout à l'heure, j'avais parlé du berbère, du kurde, etc. Ou est-ce que c'est un dialecte ou un créole? Des statuts différents aussi. Bien sûr, la langue, comme tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des langues malheureusement socialement valorisées et d'autres socialement dévalorisées, l'accès à la littératie. Quand on sait qu'à peu près sur les 6800 langues, il y en a à peu près 350 qui sont écrites, qu'est-ce qu'on fait des 6500 autres langues, et majoritairement des langues africaines, qui ne sont pas écrites et donc dont les enfants n'ont pas accès à des livres, à des ouvrages, à des... Voilà. Vanna, allez, ton travail. L'enfant peut décrire N'empêche avec pas de clarté travailler. exactitude sa situation Non, mais linguistique. le travail, tu peux faire ça, mais Les rapports entre L1 et L2 et usage seul en France ou lors des voyages dans le pays d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette langue première? Il y a aussi un article peu connu des sociologues Howard Giles, Boris and Taylor en 77, c'est assez ancien. Et moi, j'adore, et c'est vraiment pour la vitalité ethno-linguistique, la taille et la distribution du groupe. Quand on est un groupe assez, comme par exemple, pourquoi aux Pays-Bas on a interdit l'arabe et le turc?
parce que ce sont deux groupes assez importants ethniquement. Et donc, du coup, ce sont des groupes visibles. Quand tu as pris un mot, on essaie de les rendre invisibles déjà, en moi, j'aimerais que interdisant tu la mettes pratique de la langue. deux frites. La politique envers les Déjà, je voudrais communautés qu'il y ait des frites. Hop, minoritaires, tu mets la comme ça, position tu de sais la que tu l'as langue au mis. sein du système culturel du Des groupe, frites. la proximité de Ouais, langue. Vous j'ai voyez, fait ça l'envers. reprend un peu les Des frites. facteurs Paris, par, ici. nommés C'est par, quoi toutes ces lettres, énumérés ça va par pas là? l'apparat. Et Et puis, regarde bien. au niveau Et individuel, bien sûr, le lieu de Paris, naissance, c'est l'âge, pas. Oui, c'est Paris. si on est en femme ou C'est homme, pas Paris, la durée de séjour, c'est. l'éducation et les qualifications, les mariages, la connaissance Allez. préalable. Pourquoi? Pour les mariages, il y a en Cinématique, 1988, il y a attention, un le article, H, c'est un article c'est très peu grand, hein. connu de Zahira Zeroulou, Arrêtez. qui a étudié les enfants issus d'immigration maghrébine. Et en fait, Paris, c'est elle cite comme majuscule. facteur le mariage tardif ou précoce des mamans. Et ça a un impact aussi. Et ce qu'elle cite le Allez, plus, c'est allez, vas-y, aussi vas-y. le mythe mobilisateur pour si les parents, par exemple. Alors, vous avez fait quoi, la dictée ou pas? Oui, 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 oui. Et donc, Ça va, tu vois bien. oui, 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 oui. Donc, je disais, oui, ça c'est le principe de complémentarité chez Grosjean. Vraiment, si vous voulez avoir un livre de chevet pour les jeunes, ça j'appelle, les autres, vous connaissez sans doute, c'est François Grosjean, 2015. Vraiment, le monde du bilinguisme et il nous a fait un petit cadeau. C'est un livre grand public qui se lit facilement et voilà, donc il parle justement de ce principe de complémentarité avec un certain nombre de changements importants, par exemple l'entrée dans la vie active, la vie en couple, les déménagements, l'immigration, et puis aussi la perte chère d'un être avec qui on pratiquait la langue. Et bon, c'est l'illustration, par exemple, on peut avoir différents domaines d'application de son bilinguisme selon les cas, et je vous renvoie à François Grosjean pour cela. Et puis vous avez, j'adore aussi ce petit schéma, vous avez vu là, je sais faire des PowerPoint. Wow. Wow. Le BIC, c'est le calme. Par exemple, ça a été étudié par Ellen Bialystock, hein, la grande dame du bilinguisme au Canada, à l'Université de Toronto, qui a étudié, mais là, c'est Jim Cummins, hein, donc le BIC, c'est le calme. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je vais avoir besoin de compétences de base en communication interpersonnelle. Et pour cela, de combien de mots j'ai besoin? Dont j'ai besoin 4 à 5 000 mots. Ça me suffit. Kif, kif le baisse. Pas besoin. Et donc, pour communiquer dans la vie de tous les jours, 4 à 5 000 mots. Ça, c'est c'est contextuel. Il fait beau, voilà, vous savez d'ailleurs, des situations en contexte qui ne nécessitent pas d'efforts cognitifs. Alors que les compétences langagières cognitives et académiques, là, effectivement, 15 à 20 000 mots, ce sont des mises en jeu dans les situations décontextualisées et qui ont une exigence cognitive. Et là, les amis, je ne peux être ami avec personne, hein, puisque je suis sur aucun réseau social, mais tous mes, voilà, vous êtes tous mes amis. Alors, ce que je disais, c'est que les enfants bilingues, ils ont souvent le BICS en langue première et le CALB en langue 2. Moi, j'ai fait des tests avec des enfants turcophones, par exemple, je leur demande, je leur montre la brosse à dents. Ils savent le dire en turc, mais pas en français, parce que dans la vie de tous les jours, ils l'utilisent en turc. Après, je leur demande, par exemple, le méridien, pareil, addition, multiplication. Ils savent le dire en français, mais ils ne savent pas le dire en turc, parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça, il faut tenir compte aussi de cette différence, vous voyez, des emplois, des domaines, en fonction de l'école et de la pratique à la maison. Je passe tout cela. Et donc, le bilinguisme est TDL, bien sûr, dans un souci d'une meilleure prise en charge des enfants bilingues issus de familles immigrées en France, le repérage, le dépistage des troubles du langage et ou des apprentissages, bien sûr, constitue un défi auquel sont confrontés de nombreux orthophonistes, on l'a déjà dit. Orthophonie et plurilinguisme, où nous en sommes, le rapide et partiel panorama, donc ça c'est, je cite Régine Delamotte, hein, donc c'est dans un article qui va apparaître en 2025. Je viens de dresser, indique cependant nettement que la recherche avance. Bien sûr que la recherche avance, les connaissances avancent. Dans le monde de l'orthophonie, on a de plus en plus de connaissances de tous ces faits et mécanismes.
et les mentalités changent, mais sans doute trop lentement et toujours peut-être marginalement à s'interroger. Bien sûr, longtemps considéré comme une source très probable de TDL, le bilinguisme, le multilinguisme suscite toujours, de nos jours, un réel intérêt au sein de la pratique orthophonique. Et là, je cite ma collègue, page 3 de son ouvrage 2012, qui se fonde majoritairement sur une référence d'évaluation monolingue, alors que dans un contexte plurilingue, il est indispensable que les orthophonistes, pour eux, de repenser certaines de leurs pratiques évaluatives et thérapeutiques et prennent en compte la spécificité de ces populations. Ça, c'est la même chose. On va passer. Alors, la norme et la normalité. Qu'est-ce que la norme? Comment définir si des manifestations, et là je vous renvoie à l'ouvrage de ma collègue Geneviève Devecq, grande dame du bilinguisme et des pratiques en orthophonie, donc Geneviève Devecq et avec Marot. Et donc, pour répondre à cette interrogation, il faut avoir précisé auparavant ce qu'on entend par bien parler, mal parler, autrement dit par comportement langagier normal et comportement langagier pathologique. Comment identifier ce qui relève, comme je l'ai dit depuis le début de mon intervention, d'un dysfonctionnement du langage et ce qui relève d'un écart à la norme et quelle norme? Et justement, de manière d'envisager la normalité, qu'est-ce qu'on fait souvent? Du point de vue quantitatif, on va faire, voilà, on va prendre 15 enfants, on va étudier leur langage et puis on va faire des moyennes. Donc, la majorité, soit la moyenne des maniements du langage, à chaque âge du développement langagier. Si l'enfant il est en deçà ou au-delà, donc on dira il est dans les normes ou il n'est pas dans les normes. Mais il n'est jamais question des contextes sociaux, des situations de production, comme j'ai dit tout à l'heure avec le Bix et le Calb, dans lesquels de telles constantes sont observées, en particulier en synchronie. Donc les multiples usages socioculturels de la langue et du discours en diachronie, les représentations historiques de la norme langagière. Alors, dans une approche psycholinguistique, les travaux sur le développement, donc avec des étapes, des stades en réception, en production, etc. Et cette conception ne se trouve pas articulée à la diversité des langues non plus, donc et des cultures, et à la dimension psychosociale de l'appropriation langagière, révélatrice donc d'une grande hétérogénéité des cheminements. La notion d'hétérogénéité commence à être prise en compte, effectivement, déjà à l'école maternelle, petite section de maternelle. Vous avez 25 enfants, 25 élèves. Ce sont 25 individualités. Et bien sûr que ce n'est pas facile pour l'enseignante qui est en charge cette classe de composer avec ces 25 individualités. Mais en psycholinguistique, donc en fait, cette approche, donc on vise à comment le degré de zénité, vous voyez, donc ça, c'est encore, je reviens, c'est peut-être un terme, je ne sais pas si ça vous est propre, donc l'éloignement entre les deux langues au niveau typologique. J'aime bien cette notion de zénité des langues que l'on doit d'ailleurs à Louise Daben, donc grand nom de la sociolinguistique grenobloise, et donc un impact sur les modes d'appropriation du langage, mais il est toujours question du modèle standard de développement monolingue. Alors, au niveau sociolinguistique, l'approche implique une méthodologie tout autre. Bien sûr, en sociolinguistique, on va préférer les méthodes qualitatives aux méthodes quantitatives de la psycholinguistique, décrire la variation, le faire de manière comparative, identifier l'invariant, croiser les études qualitatives et études quantitatives. Et l'objectif est bien sûr double, prendre la mesure des différences développementales du langage et mettre à jour ce qui pourrait être des parcours universaux. Il est donc question de décrire dans les deux cas de monolinguisme et plurilinguisme les diverses modalités de développement, les éléments de convergence et de divergence. Alors, c'est connu, du coup, je vous renvoie à tous les travaux donc, de l'équipe de Tours, qui avait mené qui était impliqué dans un grand projet COST ISO 808, donc Language Impairment in Multilingual Societies, Linguistic Pattern and the Road to Assessment. Et d'ailleurs, à l'époque, donc sous l'égide de Loris Tuller à Tours, j'étais consultant pour la langue turque dans le cadre de ce projet. Et donc, en fait, dans ce projet, ils ont essayé de répertorier un certain nombre de tests langagiers
ou de questionnaires, comme par exemple le PABIC maintenant, qui est très utilisé par les étudiants en orthophonie. Hein, donc, un questionnaire pour parents d'enfants bilingues. Et justement, dans le cadre de ce projet, il y avait l'arabe, le portugais et le turc. Et donc, avec un certain nombre de logiciels comme le Litmus. Et voilà, pour le français, donc le Litmus, mais avec d'autres. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces logiciels, donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Mais en tout cas, sachez que pour l'arabe libanais, on a LOL. Pour le portugais, il y a deux tests qui existent. Et puis pour le turc, Dieu merci, j'ai une collègue en Turquie, dans toute la Turquie, 85 millions de Turcs, et une seule collègue qui s'intéresse justement à l'orthophonie et à l'évaluation en langue turque. Et c'est ma collègue Seyhun Topaş, qui en 2011 a aussi développé un logiciel, en tout cas un test pour évaluer le développement langagier de l'enfant, mais en langue turque. Vous avez aussi l'article de Toissi et Wagner, donc l'accueil d'enfants bilingues chez l'orthophoniste, pourquoi et comment. Enfance et psy, donc je vous renvoie. Malgré des résultats quantitatifs initiaux significativement faibles, la mise en lien avec le contexte linguistique, leur analyse qualitative et l'évolution des compétences linguistiques ont permis de mieux appréhender la nature des difficultés. Par exemple, ce sont deux orthophonistes, hein, donc ici, les collègues, et on avait Osman, un Turc, parmi les enfants qu'elle suivait. Et donc, c'est très bien décrit. Donc, je vous renvoie à leur article d'infirmer l'indication de prise en charge orthophonique. Toujours le même article, mais je vais passer vu que j'ai terminé mon temps de parole. Mais en tout cas, il y a aussi, vous connaissez Elal, sous la direction donc, de notre collègue Marie-Rose Moreau, donc à l'hôpital Avicenne dans le 93, hein, donc région Saint-Denis. Et donc là, effectivement, elle a, avec toute son équipe, développé des tests en tamoul, en arabe, arabe dialectal du Maroc, Algérie, en soninké. Et vous voyez, il n'y a pas le turc. Bon, pourquoi il y aurait le turc d'ailleurs? Bon, pourquoi pas? En tout cas, des collègues utilisent la traduction ou en tout cas ce logiciel pour pouvoir donc tester d'autres langues avec la traduction ou avec l'aide d'interprètes. To conclude, yes. Alors, bien sûr, le principal piège à éviter, comme le dit Sanson, est de considérer le bilinguisme comme étant la cause de tout trouble ou de retard de parole et langage. Nombreuses recherches ont montré que les enfants bilingues issus de familles immigrées ont des compétences inégales, certains et de langue, en fonction du contexte familial, scolaire, exposition aux langues, etc. Je vous renvoie aux travaux de Jim Cummins et de Helen Bialystok, comme je l'ai dit. Et discours professionnel paradoxal parfois, des orthophonistes démunis sur plusieurs plans parce qu'elles n'ont pas des étalonnages adéquats, parce qu'elles ne connaissent pas les langues et les cultures en question, en jeu, parce qu'une ambiguïté demeure entre rééducation du langage pour cause de troubles et enseignement-apprentissage du FLE, vers des solutions, une formation aux problématiques du plurilinguisme en tenant de nombreux travaux existants dans ce domaine, en participant à la création de batteries de tests adaptées et réfléchir à une professionnalisation spécifique orthophoniste plurilingue ou, par exemple, à l'école, des classes tandem avec des enseignants et de langue. Et à ce jour, je suis toujours à la recherche d'une orthophoniste. Si parmi celles et ceux qui sont connectés à distance, s'il y en a qui connaissent une orthophoniste d'origine turque, comme me fasse appel, je suis toujours à la recherche. Et sur ce,